Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je suis Mathilde Courtois et je travaille pour HEC Life Project, qui est le pôle d'HEC Alumni qui est dédié à l'accompagnement et au développement professionnel de tous les diplômés. Euh, Moi, je ressens comme un souffle d'inspiration ce soir. Je pense que c'est en partie lié à la magie de Marc. Je voulais vraiment te remercier, Marc, d'être avec nous. Euh, de l'inspiration, mais aussi de la joie. Et on en a besoin, particulièrement en ce moment. Donc merci. La thématique qu'on va aborder ce soir, c'est celle de nos vulnérabilités. Et en fait, je trouve que c'est très réjouissant de le faire d'une manière joyeuse, positive. Et voilà, c'est au cœur aussi de ce qu'on porte avec HEC Life Project, cette idée que c'est dans nos parcours, dans cette introspection, aussi dans ces moments qui sont plus confrontants, parfois plus difficiles, qu'on accède peut-être à l'essentiel, à ce qui nous rend uniques, singuliers, et à cet endroit où on a notre valeur singulière à apporter au monde, et notamment à travers notre activité professionnelle. Euh, Merci encore pour tout. Marc, passez une très bonne conférence, et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathilde. Merci. Alors, mon premier mot va être... Tadam. Merci. Alors, je souhaite d'abord remercier HEC parce que HEC m'a donné des belles opportunités. Je souhaite à remercier HEC Alumni pour m'inviter, pour m'avoir invité ce soir. J'aimerais tout particulièrement remercier Zelika qui est là, Eric à la techno, Marine à l'accueil et Mathilde pour la super organisation. La vulnérabilité et les petits soucis de dernière minute, on en a eu quelques-unes, mais comme les vulnérabilités, on les a surmontées. Je pense que toutes ces personnes méritent un applaudissement. Donc, je propose qu'on vous les applaudisse. Merci. Et surtout, j'ai envie de vous dire merci à vous d'être là. Vous avez décidé de consacrer ce petit moment de votre vie à être là ce soir. Eh bien, écoutez, j'en suis très reconnaissant. Merci d'être là. Alors, dans le HEC Life Project, généralement, on commence par partager un petit peu son histoire. Donc, je vais partager mon histoire. Donc, je suis marié à une femme qui s'appelle Delphine et j'ai 3 enfants. J'ai Alexandre, en pleine salle de réunion. Alexandre est prof de surf à Fuerteventura. Il est également prof de ski. Il est également, c'est un artiste. Il nous regarde de Fuerteventura. Bonjour Alexandre. Et c'est un artiste, il fait des fresques murales et son objectif, c'est de faire une fresque murale dans chacun des pays du monde. Aujourd'hui, il en est à 38 pays. Il va aller en Norvège fin février, ça sera son 39e pays. Adrien, le second, qui est médecin, urologue, pardon, qui a gardé son sens de l'humour. Et Blandine, en pleine action, qui est au fond de la salle. Bonjour Blandine. C'est sympa d'être là, merci d'être là. Après ça, je vous ai passé l'essentiel. Après l'essentiel, l'accessoire. Donc il y a d'abord ce que vous ne voyez pas de moi, ce sont mes racines. Je suis moitié irlandais, quart grec et quart italien. Et je suis né en France, j'ai 2 passeports, passeport français et passeport irlandais. Je travaille indifféremment en français et en anglais. Quand j'étais plus jeune, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'ai décidé de faire une école de commerce, l'ESCP. Pourquoi? Parce que je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire et je voulais m'ouvrir les horizons. En sortant de l'ESCP, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais ce que je savais, c'est que je voulais faire quelque chose de dur parce que j'étais un homme. Du coup, j'ai commencé par la finance. Du coup, j'ai travaillé dans des grandes entreprises très exigeantes comme Arthur Andersen, Nomura Securities à Tokyo, LVMH. Et le point commun de ces 15 ans que j'ai passés en finance était l'humain. Juste pour vous donner un exemple, quand je travaillais chez LVMH, au bout du couloir
où j'étais, il y avait des comptables tout gris, tout tristes. Je me suis dit, c'est pas possible, on va pas les laisser tout gris, tout tristes comme ça. Et mon objectif, c'était de les faire rire. Bon, c'était mes 15 ans en finance, c'était à peu près ça. Jusqu'au moment où j'ai rencontré une femme qui est venue me voir, c'était en 2004, et qui m'a dit, bonjour Marc, j'aimerais que tu sois mon coach. 2004, personne ne parlait de coaching. Je dis, écoute, je veux bien essayer, mais merci d'avoir pensé à moi, mais je ne suis pas coach. Elle dit, c'est pas grave, on a une amie commune, elle m'a parlé de toi, je veux que tu sois mon coach. Alors j'ai dit, bon, j'ai fait une thérapie, ça m'a permis de nettoyer un petit peu mes lunettes, donc le risque de projection sur autrui de ce que je n'ai pas réglé, on a toujours des risques, mais ça c'est à peu près réglé, à peu près. Bon, j'ai des jobs exposés, j'ai un bon job, allez, j'accepte le challenge. Elle était contente, elle en a parlé à ses 2 copines, les 2 copines en ont parlé aux 4 copines, les 4 copines en ont parlé aux 16 copines, et j'ai eu beaucoup de chance parce que le métier est venu à moi. Après, j'ai été formé, etc. Je suis aujourd'hui certifié Master Coach par la Fédération internationale de coaching. Vous savez peut-être que ce stade de certification est le stade de certification le plus élevé accordé par cet organisme international qui est basé aux US et qui régit notre métier. J'ai créé 2 activités. Une activité de coaching qui s'appelle Inisalga, où on fait du coaching partout dans le monde. J'ai eu la chance de travailler à peu près partout, en Chine, aux US, à Dubaï, en Arabie Saoudite, etc. Et j'ai créé également une école de coaching qui s'appelle Anaïlis. Parallèlement à ça, j'ai à peu près à la même époque que Delphine, une personne qui est venue me voir, elle me dit, tu ne peux pas me remplacer dans un cours? Le cours était en anglais. Je dis, ben oui. Donc ça s'est su petit à petit. Après, j'ai fait des cours à la Commission européenne, au Parlement européen. Après, j'ai travaillé pour le gouvernement vietnamien, etc. Et je suis arrivé à HEC. Aujourd'hui, je suis professeur affilié à HEC Paris. Je suis directeur académique de plusieurs programmes exécutifs à HEC. Je suis membre du corps professoral de Triumph. Triumph, c'est un Global Executive MBA avec NYU, LSE et HEC. Et je suis coach également. Et à travers tout ce parcours-là, j'ai découvert quelque chose d'autre qui est la méditation. Et j'ai tellement aimé la méditation que je m'y suis mis sérieusement et je suis devenu maintenant instructeur de mindfulness, ce qui a, je vous le dis, changé ma vie. J'ai étudié la psychologie, j'espère que ça ne va pas trop se voir ce soir, et voilà en 2-3 mots. Et si vous deviez retenir une chose sur moi, c'est ce que j'ai mis là, c'est que je suis un homme heureux. Alors, je ne suis pas heureux tous les jours, j'ai des hauts débats comme tout le monde, mais je pense que fondamentalement, je suis un homme heureux. Alors, dans des interventions à HEC, j'ai eu les 2 questions suivantes. Une femme qui m'a dit un jour, « Monsieur, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes né heureux ou est-ce que c'est venu avec le temps ?» J'ai trouvé la question super. Je lui ai dit, pour moi, ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ah, merci, monsieur. Et la semaine dernière, il y a 15 jours, j'ai une autre question. Monsieur, j'ai une question pour vous. C'était quoi la question déjà? C'était, juste que ça me revienne, je l'ai perdu là. Attends, la deuxième question, c'était, ah oui, qu'est-ce qui vous rend heureux? Oui, ça c'est une bonne question. Et j'ai répondu, tout. La moindre chose me rend heureuse. J'étais à HEC hier, j'ai vu un lièvre qui était gros comme ça, je ne viens pas de Marseille, hein, je vous jure, il était gros comme ça m'a rendu heureux. À chaque fois que je rentre dans les locaux d'HEC, je suis heureux. De voir mes enfants, je ris beaucoup avec mes enfants, je suis heureux. De voir que les gens que j'aime, je suis heureux. C'est des petits moments de la vie qui me rendent heureux. Ah oui, alors, il y a une slide qui manque, mais ce n'est pas grave. Alors, la perception du leader, il y a une slide qui manque qui a dû être projetée après, mais ce n'est pas grave. Juste pour vous dire, le livre, donc je suis auteur du livre que vous avez dans les mains, pour ceux qui sont arrivés à l'heure.
Euh, je tiens à vous dire que le livre est un cadeau de l'éditeur. C'est exceptionnel. Donc, je vais vous donner à la fin les coordonnées si vous voulez écrire un petit mot. C'est pas un poème. Il s'appelle Alec. Dire Alec, merci pour le book, bye bye, bisous bisous, et ça suffit. Voilà, c'est ça. Euh, j'ai eu l'honneur de présenter ce book. Donc, j'ai fait mon petit Fashion Week. Alors, c'est à ma manière. Donc, c'est Fashion Week. Moi, j'ai appelé ça Passion Week. Donc, je suis allé le présenter à New York Université, en novembre. Je suis allé le présenter à Londres, c'était en janvier. Et aujourd'hui, je suis devant vous à Paris. Alors, j'attends une invitation pour Milan pour faire le Fashion Week. Donc, les invitations sont les bienvenues. Et le livre que vous avez entre les mains a été élu parmi les 10 meilleurs livres de leadership de 2024. Alors, comment le processus. Merci. Merci beaucoup. Alors, il faut savoir le processus quand même, parce que j'ai reçu un email cette semaine, en début de semaine, qui m'a dit vous avez été élu le CEO, un des 20 meilleurs CEO de l'Europe. Mais pour que les autres le sachent, pour la modique somme de 3 000 euros, vous pouvez, etc. Alors, ce n'était pas du tout le processus du bouquin. Donc, ils ont un groupe de professionnels qui s'est réuni, des académiciens, académiques, des membres de corps professoral, des dirigeants, voilà, des professionnels qui sont réunis, et pour savoir quel livre élire. Et selon eux, ils ont aimé le contenu, parce que dans chaque page, on peut trouver du contenu, et ils ont aimé la couverture du bouquin également. Donc je le dis parce que la couverture ne vient pas de moi, vient d'une graphiste, et je trouve son travail magnifique. La perception du leader, en particulier dans les ouvrages, elle est double. Soit, c'est ça. Alors, vous voyez Monique et Gérard dans leur costume de soirée. Et le problème de ça, c'est que ça accentue le syndrome de l'imposteur. Et quand vous lisez des bouquins où on vous dit le leader, c'est ça, vous dites ah oui, mais en fait, je suis vraiment nul. Je suis vraiment. Dans le bouquin, regarde, ils disent qu'il faut faire ci, ça, j'y arrive pas. Et dans la plupart des bouquins de leadership, c'est ça, on vous promeut ça. Dans certains autres, plus minoritaires, mais c'est un petit peu la tendance, c'est ça. Alors, c'est sympa, c'est cool, mais ce n'est pas la réalité. Et en fait, ça fait 20 ans que je coach des dirigeants à travers le monde. Je vous ai dit, j'ai voyagé dans beaucoup, beaucoup de pays. J'ai fait plus de 20 000 heures de coaching dans le monde et je n'ai jamais rencontré un super-héros et je n'ai jamais rencontré un bisounours. Parce que le super-héros, ce n'est pas possible, et le bisounours, il ne serait pas dirigeant. Et je me suis dit, en fait, c'est pour ça la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Je me suis dit, en fait, il faut que je dise ce que j'ai entendu. Parce qu'en coaching, on partage, on dit tout à son avocat, à son médecin, à son coach et à son thérapeute. Et c'est tout. Et on a partagé beaucoup de talents, mais aussi beaucoup de vulnérabilité. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai marqué une démarche rigoureuse. J'aurais presque pu mettre une démarche scientifique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré toutes mes notes. Je ne jette rien. Donc, autant vous dire qu'à la maison, c'est un petit peu le bazar. Je ne jette rien. Du coup, j'ai récupéré toutes les séances de coaching, toutes depuis 20 ans, autour des 3 questions suivantes. Finalement, quelles sont les vulnérabilités que j'ai véritablement entendues sur le terrain? Comment les dirigeants font-ils pour les surmonter? Et quels sont les enseignements qu'on peut en tirer pour chacun d'entre nous, moi y compris, bien entendu? Ça amène au bouquin qui est là. Alors, ah bah oui, c'était là. Alors ça, c'était l'événement du gala. Le premier qui dit que j'étais pas à l'aise en smoking, c'est la porte tout de suite.
C'était le gars. Alors ça, c'est ah oui, excusez-moi, j'ai fait la petite Fashion Week. Donc ça, c'était ma Fashion Week. Du coup, c'est les photos de New York, les photos de Londres, les photos de Paris, et puis Milan, j'attends encore l'invitation. Alors du coup, le programme de ce soir, c'est quelles sont les principales vulnérabilités que j'ai entendues. Je vais vous donner des exemples concrets. Peut-être que ça peut être des sources d'inspiration pour certains d'entre vous. On aura une partie de questions-réponses, ensemble de partage. Et puis, conclusion, je me suis engagé à terminer c'est pas 19h30, c'est 20h30. J'ai fait une erreur là, excusez-moi. Donc, j'ai terminé à 20h30. Et pour nos amis online, on vous libérera à 20h30. Merci beaucoup d'ailleurs de nous rejoindre online. Et puis, cocktail pour ceux qui sont là. Mais ceux qui sont online, vous pouvez prendre un cocktail à distance aussi, c'est aussi possible. Du coup, voilà. Et vous allez me voir souvent regarder mon téléphone, c'est pour regarder l'heure. C'est pas que je m'embête, c'est pour regarder l'heure. Alors, en guise d'introduction, je veux partager avec vous 3 histoires. Première histoire. Ah oui. Avant de commencer les 3 histoires, j'ai 2 questions à vous poser. La première question que je veux vous poser, c'est la suivante. Quelle qualité vous reconnaissez-vous? Alors, je te laisse la parole. Ouais. Donc pour partager, on vous propose très simplement de scanner le petit QR code qui apparaît. Je vais aussi partager un lien dans le chat pour ceux qui sont en ligne. Ce serait peut-être plus facile. Voilà. Et ça va normalement vous emmener sur Menti. C'est good, ça marche? Vous pouvez partager une ou jusqu'à 3 qualités. N'hésitez pas à me dire si jamais ça ne fonctionne pas. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Comme ça, c'est anonyme. Alors, il faut revenir. Ouais. Alors, c'est la deuxième. Donc, C'est la deuxième. vous faites ça dans l'ordre que vous voulez. Donc, on vous demande de remplir 1, 2 ou 3 vulnérabilités et 1, 2 ou 3 qualités que vous reconnaissez. Alors, voilà, parfait. Est-ce que là, vous avez la question sur les qualités ou pas? C'est celle d'après, non? Il n'y a pas une petite page à zapper? Oui, vous l'avez vu? Ah, il faut remplir les 3 et après ça passe? D'accord. Du coup, vous voyez apparaître là vos vulnérabilités. C'est anonyme. On ne va pas dire Monique, elle a dit non, non. Gérard, il a dit non, non, ne dis pas Gérard, dis Monique. Est-ce que c'est good? Est-ce que tout le monde a pu répondre? Alors, c'est good, c'est pas good? Dans la salle, c'est good? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut passer aux qualités et revenir après. Ok, mais je pense que vous avez rempli les 2. Hein. Qualité. Ok. Non? Alors, Ah, alors, on peut passer à l'autre c'est alors. bon? Elle s'affiche? Ok, super. Et nos amis en ligne, ça marche pour vous? J'espère que ça marche pour vous. Alors, je vous propose de vous laisser encore 30 secondes. Et dans 30 secondes, on passe à la suite.
C'est good? Nos amis en ligne, c'est good? OK. Celui-là, ouais. Parfait, merci de vous être prêté à l'exercice. Du coup, je vous partage avec vous 3 histoires. La première histoire, pourquoi 3 histoires? Pour que vous inspiriez de l'une de l'autre ou d'aucune aucune d'entre elles. La première histoire est une histoire traditionnelle perse. Un jeune prince devient roi. Comme c'est un jeune roi, il demande à son vizir, donc ça c'est un vizir. Les vizirs, c'est à peu près l'équivalent, dans ces cultures-là, c'est à peu près l'équivalent d'un premier ministre, on va dire. Du coup, il demande au vizir, vizir, apprends-moi tout ce que je dois savoir sur l'humain. OK. Merci du challenge, je vais essayer de faire mon mieux. 20 ans après, il vient avec 20 volumes et il dit, voilà mon roi, si vous lisez ces 20 volumes, je pense que vous pouvez savoir tout ce que vous devez savoir sur l'humain. À l'époque, le roi était en train de guerroyer avec le pays d'à côté. Il dit, mais tu vois que je n'ai pas le temps de lire tout ça. J'ai besoin que tu en fasses la synthèse. 5 ans après, il vient avec 5 volumes. Le roi lui dit, mais à l'époque, il était en train de légiférer, mais tu vois que je ne peux pas lire tout ça. J'ai besoin de la synthèse. 1 an après, il vient avec 1 volume. Le roi lui dit, mais je n'ai pas le temps, j'ai besoin de la synthèse. Et le vizir dit, ah, en fait, je comprends. Il veut que je fasse ça en 1 page. Du coup, il fait son possible pour faire ça en 1 page. Du coup, il s'apprête à présenter ça au roi. Et or, le roi venait de se faire blesser à une bataille. Et quand il rencontre le roi, il lui dit, ah, je pense qu'1 page, ça va être trop long. Et du coup, le roi lui dit, vizir, je crois que le temps est venu que je sache qu'est-ce que je dois savoir sur l'humain. Et le vizir lui répond 2 mots, il souffre. Ça, c'est la première histoire. En parallèle de cette histoire-là, je vais vous raconter une histoire parallèlement à celle-ci. J'interviens à HEC dans plusieurs programmes, en particulier un programme de l'exécutive MBA. Je devais intervenir à l'exécutive MBA l'après-midi, et le matin, j'intervenais avec des employés d'une entreprise. Et le matin, je leur dis, écoutez, je ne peux pas être là l'après-midi parce que j'interviens à l'exécutive MBA après. Et ils me disent, exécutive MBA d'HEC, oh, ils n'étaient pas impressionnés par moi, ils étaient impressionnés par l'exécutive MBA. Oh là là, qu'est-ce qu'on est impressionné. Wow. Est-ce que vous pouvez leur transmettre un message de notre part? L'histoire est véridique. Hein. Ah ben oui, bien sûr. Dites-leur que quand ils sont des mauvais managers, nous souffrons. Pourquoi cette histoire? Peut-être certains d'entre vous se sont rendus compte que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ne rajoutons pas de la souffrance à la souffrance. La vie peut être assez dure comme ça. Et quand je suis mauvais manager, et je me le dis à moi-même, bien sûr, avec toute mon imperfection, je rajoute de la souffrance à la souffrance. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire, Mont-Saint-Michel. Je vous invite à ne pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est breton, est-ce que c'est normand? Ce n'est pas le sens du débat de ce soir. Combien d'habitants, combien de visiteurs par an? 2,5 millions. Vous voyez un monastère? Le monastère a été construit là, il y a combien de temps? Exactement, 1000 ans. Et en 2023 a été célébré le 1000e anniversaire du Mont-Saint-Michel. Combien d'habitants habitent au Mont-Saint-Michel? Pas mal. 23. Et figurez-vous que j'ai appris à cette occasion qu'il y a également, dans ces 23 personnes, il y a 23 moines et moniales qui habitent dans le monastère. Quelque chose que je ne savais pas. Et pour fêter les 1000 ans, une jeune journaliste, dont j'ai vu le reportage,
s'est donné le challenge suivant, interroger toutes les personnes, tous les 23 résidents. Du coup, elle interviewait le maire, elle interviewait un marchand, etc. Et elle a interviewé ce monsieur-là qui est un moine. Et j'ai vu l'interview, c'était très drôle. Et elle disait, alors, mais vous êtes moine? Oui, je suis moine. Mais qu'est-ce que vous faites de vos journées? Elle voulait vraiment savoir qu'est-ce que fait un moine de toutes ses journées. Mais qu'est-ce que vous faites? Donc c'était authentique, c'était vraiment drôle. Mais qu'est-ce que vous faites de vos journées? Et il répond, mais vous savez, au bout du compte, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Ça, c'est la deuxième histoire. Troisième histoire, j'ai été invité à un hôpital à Bordeaux pour faire un exposé sur le leadership devant des médecins et devant une population médicale. Le soir, la veille au soir, je vais au restaurant et j'ai été absolument ébloui par la qualité du service. Un petit restaurant, 2 jeunes femmes, un jeune homme, incroyable. Une présence incroyable, une qualité d'écoute incroyable, à regarder comme ça, incroyable. Je me suis dit, ça doit être les propriétaires du restaurant. Je leur pose la question. Vous êtes les propriétaires du restaurant? Ah non. C'est le cuisinier propriétaire. Ah, ok. Est-ce que je peux vous poser des questions? Oui. Figurez-vous que je dois faire une conférence demain sur le leadership, je ne sais pas quoi dire. Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous diriez? Et cette jeune femme, 25 ans à peu près, me répond, écoutez, extraordinaire. Elle me dit, ah ben c'est facile. Nous, dans notre restaurant, on a une culture de feedback. Exemple, le cuisinier veut proposer un nouveau menu, eh ben, il nous le fait essayer. Et il nous écoute. Comme on a une culture de feedback, on construit la confiance entre nous. Et comme on a la confiance entre nous, on peut partager nos vulnérabilités parce qu'on sait qu'on ne sera pas jugé. Et comme face à des situations qu'on rencontre difficiles, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On les partage et on trouve une solution ensemble. J'ai été scotché. Feedback, confiance, vulnérabilité. Incroyable. C'est ma troisième histoire. Je vais partager avec vous les principales vulnérabilités que j'ai entendues en 20 ans de coaching à travers le monde. La première grande famille de vulnérabilité tourne autour du thème suivant, awareness. Je ne sais pas si vous avez vu, le bouquin est en anglais. Hein. Du coup, alors awareness, create awareness veut dire prendre conscience. Donc c'est appréhender la vie dans sa globalité. C'est voir une vision large. L'inverse de awareness, c'est étroitesse. Awareness, c'est avoir une vision large. Et je vais vous donner un exemple très concret. Arthur, tous les prénoms que je vais vous donner sont des prénoms fictifs. Les histoires sont des histoires véridiques, mais les prénoms sont fictifs. Arthur fait partie d'un comité de direction. Il était le patron d'une entreprise française dans un groupe international. Il rejoint le comité de direction du niveau international. Sa principale vulnérabilité, c'est qu'il piquait des colères. Et le grand patron lui dit, piquer des colères en France, c'est pas top. Au niveau international, c'est impossible. Du coup, il faut que tu travailles ça. Et du coup, il a travaillé ça avec un coach, avec beaucoup de courage, je dois le reconnaître. Qu'est-ce que nous avons fait ensemble? On a travaillé sur les types de personnalités. Pour mieux me comprendre moi, pour mieux te comprendre toi, pour mieux être capable de faire du lien entre toi et moi. À la troisième séance, l'histoire est véridique, je ne l'oublierai jamais, je vois des larmes monter dans ses yeux et il me dit, Marc, je comprends. Il a eu create awareness. Je comprends.
Je comprends pourquoi j'ai divorcé de ma première femme. Je comprends pourquoi je déteste mon voisin. Je comprends. Voilà ce que dit Arthur à la fin de notre coaching. J'ai appris à comprendre mes modes naturels d'interaction avec les autres et par conséquent à détecter quand et comment agir. Mon succès est également souligné par ma famille qui ne cesse de dire que ce coaching a changé ma vie, donc la leur. Autour de chacune des vulnérabilités que je vais vous présenter, et dans toutes les vulnérabilités, ce qui est important, c'est d'être capable de les surmonter. Il a surmonté cette vulnérabilité grâce à une prise de conscience. Du coup, j'ai envie de vous dire, ouvrons nos fenêtres, ouvrons nos portes. Ça, c'est la première grande famille de vulnérabilité. C'est un grand chapeau. Derrière, il y a beaucoup d'autres vulnérabilités. On pourra les développer si vous le souhaitez. Deuxième grande famille de vulnérabilité, c'est de savoir être plus agile avec la venue de l'intelligence artificielle, les réorganisations permanentes, l'incertitude, etc., les incertitudes politiques, etc., etc., etc. Qu'est-ce que c'est d'être agile? C'est d'être souple et d'être capable d'embrasser la curiosité, d'être capable d'embrasser le jugement. Alors, l'exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple d'Arnold. Arnold était le numéro 2 de l'entreprise. Il voulait changer l'entreprise et il se dit, si je dois changer l'entreprise, je dois me changer moi-même pour incarner le changement. Quelle était sa vulnérabilité principale? Et ça a été une très grande surprise pour moi. J'ouvre une petite parenthèse à ce sujet, sur la parenthèse vous allez voir, je vous ouvre souvent des parenthèses. L'intérêt d'avoir jeté aucun papier et l'intérêt d'avoir fait un travail scientifique ou rigoureux, c'est que si vous m'aviez demandé quelles étaient les principales vulnérabilités des dirigeants, je vous en aurais dit d'autres. Parce que j'ai mes propres biais. Et l'intérêt du livre, je crois, c'est que vraiment, c'est vraiment ce que j'ai entendu. Et j'ai mis mes biais de côté parce que je suis retourné aux notes. Je ferme ma parenthèse. Du coup, je reviens à ma petite histoire de Arnold. Numéro 2 de l'entreprise, il veut changer son entreprise, il veut changer lui-même. Qu'est-ce que dit le numéro 1 de l'entreprise? Il dit, Arnold, c'est un mec super. Son principal défaut, c'est sa loyauté. Certes, être loyal, c'est bien. Mais être trop loyal, c'est pas bien. Il doit être capable de s'émanciper. Les Freudiens vous diraient, il faut tuer le père, mais n'écoutez pas les Freudiens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec notre ami Arnold? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? On a travaillé sur les croyances limitantes. Pourquoi? Parce qu'il avait un stéréotype de leadership qui ne lui correspondait pas. En fait, il était figé sur un style de leadership. Et du coup, on a dépassé ses croyances limitantes pour finalement qu'il puisse se découvrir lui-même et qu'il puisse développer son vrai potentiel de leader. Voilà ce que nous dit Arnold à la fin. J'ai vécu une transformation douce de moi-même, menée avec bienveillance et naturelle, avec sérieux, mais aussi un peu de légèreté, qui m'aide aujourd'hui à mieux conduire la transformation de mon entreprise. Si vous voulez changer votre entreprise, changez-vous vous-même. Voilà ce que nous dit Arnold. La troisième grande famille de vulnérabilité, telle que me l'ont dit les dirigeants, et aussi des cadres. Je travaille avec pas que des dirigeants, en tout cas le livre remonte des dirigeants, mais pas que des dirigeants, des cadres aussi. C'est tout ce qui a trait à, on va dire, à la sensibilité écologique au sens large, humain, etc. Alors, qu'est-ce que c'est éco-friendliness? Ça veut dire faire le moins de dommages possible, pour soi d'abord, à retenir, pour les autres et pour la planète.
je veux partager avec vous quelques informations. Les informations que je partage avec vous viennent de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Écoutez bien ça. La dépression est devenue la cause principale d'invalidité au monde. Première chose. Deuxième chose, les problèmes mentaux touchent 300 millions de personnes de tout âge. 3. La dépression et les problèmes anxieux coûtent au monde, à l'économie mondiale, 1000 milliards de dollars par an en perte de productivité. Et je veux vous partager avec vous deux autres choses. La première vient de l'ONU, qui a déclaré: si la population mondiale atteint 9,6 milliards d'habitants d'ici 2050, nous aurons besoin de l'équivalent de 3 planètes de ressources pour conserver le même mode de vie que nous avons aujourd'hui. Et le WWF, le Fonds mondial pour la nature, a déclaré: les populations d'animaux sauvages ont connu une chute dévastatrice de 73% depuis 1970. Mes amis, quand on écoute tout ça, on se dit, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne va pas. Le curseur, il n'est pas à l'endroit où il devrait être. De toute évidence, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Du coup, la première invitation que je vous invite à faire, c'est plutôt que de prendre soit les autres et la nature comme une source à exploiter en permanence, boulot tout le temps, les collaborateurs, boulot tout le temps, les ressources tout le temps. Bah, profitons de la nature. Et j'aime beaucoup cette citation de Rachel Carlson. Voilà, je pense que les problèmes de traduction, ça va? Du coup, voilà, profitons de la nature et sachons profiter des beaux moments de la nature. Quatrième grande famille de vulnérabilité qui m'ont été remontées, c'est être exigeant. J'ai le sentiment que je ne suis pas assez exigeant. Comment devenir exigeant? Comment monter le standard, avoir des standards élevés? Alors, qu'est-ce que c'est être exigeant? Ça veut dire justement avoir des standards élevés. Je veux vous partager avec vous l'histoire de Doreen. Alors, Doreen, elle est une manager extrêmement exigeante et elle a dans ses équipes des managers et elle pense que ces managers sont bons mais qu'ils peuvent être un peu meilleurs. En particulier, quelle était la vulnérabilité principale qu'on a travaillé avec Doreen? C'est qu'elle voulait que ses managers deviennent des managers coach, ce qu'on appelle des managers coach. Qu'est-ce que c'est des managers coach? Ça veut dire des managers qui adoptent l'attitude de coach, qualité d'écoute, qualité de présence, etc. Et en fait, le principal problème était qu'ils pensaient qu'ils avaient une bonne écoute, mais en fait, ils n'avaient pas une bonne écoute. Or, c'était des équipes de commerciaux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur la présence. Qu'est-ce que ça veut dire la présence? Quand je suis là, je suis là. Et si je me rends compte que je ne suis pas capable d'être là, je le dis. Je dis, écoute, me dis que tu veux venir me voir là, je ne peux pas. Viens me voir dans 10 minutes, un quart d'heure, je serai disponible pour toi. Mais là, je n'ai pas la disponibilité. Quand je suis là, je suis là. La qualité de présence. La qualité de présence, c'est la première compétence de coach. Je pense que c'est la première compétence d'un leader. Quand je suis là, je suis là. Et en travaillant la qualité de compétence, la compétence de présence, on développe toutes les compétences, y compris l'écoute. Quel a été le résultat? La performance des équipes commerciales a été augmentée de plus 8% et la satisfaction
des équipes par rapport à leur équipe a augmenté de 27%. Certes, quand on est leader, quand on est dirigeant, quand on est cadre, il faut savoir être dirigeant. Ça fait opposition au petit bisounours que je vous ai montré tout à l'heure. Il faut savoir être exigeant, mais il faut savoir être aussi bienveillant, bon, j'ose à peine le dire, je vais le dire doucement, gentil. Alors, le terme gentil en français, kind en anglais passe mieux, j'ai envie de vous dire. Gentil en français, ça fait oui, il est gentil, il est un peu bêta, il est pas fino, il est gentil, il est gentil. Du coup, alors qu'est-ce que c'est d'être gentil? En fait, c'est d'être généreux et d'être au service d'eux. C'est ça gentil, c'est pas être bêta, yes? Ah, attends, il faut mettre un micro. Il marche? Tiens, s'il te plaît. C'est très intéressant parce que récemment, j'ai pensé au mot kind et comment le traduire en français. Et j'ai pensé à bienveillance. Ouais. Je ne sais pas si c'est ça, mais... Alors moi, je dirais plutôt ça, parce que le mot gentil a cette connotation un tout petit peu négative en français, alors que bienveillant est un peu plus accepté. Donc, ce n'est pas d'être exigeant ou bienveillant, c'est d'être exigeant et bienveillant. Et en fait, c'est ça la difficulté. D'être exigeant quand il faut et d'être bienveillant quand il le faut aussi. Alors, l'exemple que je veux partager avec vous, c'est l'exemple de Eileen. Alors, Eileen est une femme très exigeante qui a pris la direction de l'entreprise avec un comité de direction extrêmement difficile. On est entre nous, je vais pouvoir le dire. Il y avait, donc elle était jeune, brillante, une douzaine de personnes, d'hommes d'une cinquantaine d'années, on va dire. Je peux le dire, j'étais témoin clairement misogyne, et sa prise de poste a été extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a travaillé? On a travaillé justement sur les qualités d'écoute, pour se dire, on va essayer de mieux se comprendre les uns les autres, pour mieux comprendre ce que nous faisons les uns les autres, pour essayer de s'aider les uns les autres. Voilà ce que nous dit Eileen à la fin de l'accompagnement. Et c'est tout à son honneur. J'ai réussi à transformer une équipe initialement, elle est soft, initialement divisée, peu coopérative et pleine de discorde, je peux vous dire elle est soft, en une équipe autonome travaillant de manière coopérative et constructive ensemble. Et au bout du compte, finalement, Eileen a développé sa propre bienveillance. Mes amis, j'ai vu les effets dévastateurs des organisations qui promeuvent les super-héros, qui font la promotion de la performance à tout prix sur l'humanité. Les nouvelles générations, qui sont probablement plus intelligentes ou plus adaptatives que les précédentes, c'est mon humble avis, fuient ce style d'organisation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles se sentent ni entendues, ni respectées. Il y a quelques générations, on disait oui chef, ensuite on a dit ah bon, et les jeunes, ils s'en vont. Ils disent rien, mais ils s'en vont. Je pense que la bienveillance est un des outils majeurs de leadership aujourd'hui et pour retenir les talents. On sait que retenir des talents est une difficulté aujourd'hui. Je pense que la bienveillance est un des outils majeurs. La sixième grande famille de vulnérabilité qui me sont remontées, c'est la covision. Alors pourquoi la covision? Parce que c'est tellement dur d'imaginer le monde de demain qu'à moins d'être Nostradamus, que c'est quasiment impossible. Et comme c'est quasiment impossible pour moi, eh ben, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je travaille ça en équipe. Donc c'est la covision. Donc qu'est-ce que c'est la covision? C'est la capacité de co-imaginer le futur.
Je vais partager avec vous l'exemple de Kai. Kai est le directeur d'un département d'une très grande banque française. Sa principale vulnérabilité à lui, sa principale vulnérabilité de l'équipe, c'était la suivante. Son équipe était répartie dans 2 pays, basée sur 2 continents, avec 2 cultures différentes. Et il voulait imaginer le futur ensemble. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça en 2 étapes, pardon. La première, on a fait un vie ma vie pour comprendre les rôles de chacun, pour mettre de côté les jugements et pour valoriser ce que font chacun autour de 3 dimensions, les objectifs, les indicateurs de succès et puis les contraintes. Et puis, l'autre chose qu'on a fait après, c'est qu'on a travaillé sur le futur, on a co-imaginé le futur. Voilà ce que nous dit Kai après notre travail ensemble. Nous avons permis aux participants de proposer des opportunités d'optimisation et de développer une vision partagée, facilitant ainsi l'engagement de chacun dans la nouvelle mission des équipes. L'intelligence collective marche. Il faut qu'elle soit structurée, il faut que ce se rentre dans un processus, mais elle marche. Alors, fort de tout ça, j'ai élaboré ce que j'ai appelé Leadership Landmarks. Alors, on pourrait appeler ça un modèle. Et une fois que j'ai mis ça sur mon papier, que j'ai pris un peu de recul, je me suis dit, en fait, ce n'est pas des fragilités. En fait, c'est des forces. Parce que derrière, ah oui, je ne me connais pas très bien, derrière, ah oui, il faut que je sois plus souple, derrière que... Mais en fait, ce sont des forces. Et je me dis et je pense que ça peut être un outil que chacun d'entre nous pouvons utiliser au quotidien en disant, attends, bienveillance, j'en fais un peu trop là ou j'en fais pas assez? Exigence, attends, j'en fais un petit peu trop là, un petit peu pas assez. Donc je pense que c'est un outil qu'on peut avoir chacun d'entre nous pour aller je pense, dans la bonne direction. J'ai rajouté ici 3 mots, savoir, faire et être. Savoir, c'est la base. C'est pour ça qu'on va à l'école, pour apprendre des choses. C'est pour ça qu'on va à HEC, pour apprendre des choses. Voilà. Si on sait des choses et qu'on ne les fait pas, on perd son temps. Si je sais que fumer, ce n'est pas bon pour moi, pourquoi je continue de fumer? Si je sais que manger des frites, c'est pas... Non, les frites, c'est un mauvais exemple. Non, manger des frites, toujours. Le chocolat, c'est un mauvais exemple aussi. On peut manger du chocolat. Donc, si je sais, je fais. Donc, faisons en sorte d'appliquer ce qu'on fait, d'appliquer ce qu'on sait. Une fois que je sais, une fois que je fais, je suis. Le leadership, c'est une question d'être. Rien que de vous voir, on doit capter votre style de leadership. Le leadership, pour moi, c'est ça. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous très rapidement. Alors, juste avant la partie d'échange, j'ai envie de vous dire, en fait, les vulnérabilités, j'en ai partagé certaines d'entre vous, elles sont là, elles nous sont offertes, je crois, pour les surmonter. Alors, ce n'est pas facile. Puis, il y en a certaines, je vous dis, je peux vous dire, certaines, on s'en passerait bien. Mais tant qu'à faire, si elles sont là, eh ben, c'est pour les surmonter. Alors, ce n'est pas facile. Et j'ai envie de vous dire, pour moi, il y a 3 étapes. Et après, je vous laisserai la parole pour les échanges ou pour les questions. La première étape, c'est l'étape où je vais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Alors là, la seule option, la survie. L'introspection, le truc, ce n'est pas pour vous. Et même, ça peut être contre-productif. Donc, manger, oui. Boire de l'eau, oui. Le sport, oui. Un peu de chocolat, oui. Mais c'est tout. Voilà, le truc, voilà. Quand on sort de ça, un psy, oui, bien sûr. Un médecin, oui. Tout ça, oui.
quand on a un tout petit peu plus de recul, on peut travailler sur un travail réflexif, un coach, oui, un thérapeute, oui, etc. Ça, c'est la deuxième étape. Et quand tout est beau, j'ai envie de vous dire, sachons tirer des leçons de quand tout est beau. Souvent, on oublie de quand tout est beau. Donc, captons ça pour que ça nous puise de l'énergie pour quand ça va moins bien. Et puis, sachons aussi en tirer des enseignements pour dire, on peut avoir des carnets de confiance en soi que j'ai entamé il y a des années et que j'en ai toujours un. Ça m'aide à d'autres choses, mais j'écris toujours des choses. Et je trouve que ça peut être intéressant de dire, tiens, j'ai réussi ça aujourd'hui. Tiens, des petites choses, hein. Tiens, j'ai réussi ça. Et le jour où vous vous croyez comme une crotte, vous dites, qu'est-ce que ma pauvre crotte, t'es vraiment qu'une crotte, ben, vous regardez le petit carnet en disant, ah oui, tiens, c'est vrai que je ne suis peut-être pas une crotte parce que j'ai quand même réussi à faire ça. Ah bah oui, j'ai peut-être pas une crotte parce que j'ai fait ça. Ce sont des petites choses, mais bon, je peux développer l'autre. Voilà, c'est ce que je vous propose de m'arrêter là. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on attaque une partie de questions-réponses. La seule contrainte, c'est que vous posiez les questions avec le microphone. Parce que pour nos amis online, et peut-être nos amis online ont des questions. Donc je propose à nos amis online, d'abord, merci d'être là. Et puis, merci pour ceux qui regardent en replay aussi. Donc, si vous avez des questions online, vous pouvez poser des questions ou des commentaires ou des remarques ou des partages d'expérience. Vous voulez alors on attend d'avoir le micro, tout simplement pour que nos amis online puissent entendre la clôture. Donc, simplement, ce que je vais vous demander, c'est de dire simplement votre prénom et puis vous dites, voilà, et puis vous posez la question. Si vous voulez vous présenter plus, vous pouvez vous présenter plus, enfin, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup. Je m'appelle Stéphane, je suis coach professionnel certifié. En fait, ma question va peut-être vous surprendre, mais moi, j'aurais besoin en fait d'une clarification sur la définition de vulnérabilité. Ouais. Parce que moi, ce que j'entends ce soir ne correspond pas du tout à ce que j'entends ailleurs. Et du coup, je suis un peu floué, pour rien vous cacher. D'accord. Et je vais vous donner pour exemple le projet qui est porté par Alexandre Fayeul, que vous connaissez peut-être, autour du projet Vulnérable qu'il a lancé avec notamment 2 bateaux qui ont pris le départ du Vendée Globe. Et ce que lui, en fait, exprime autour de la vulnérabilité, je trouve, est un peu éloigné de ce que j'entends ce soir. Et du coup, je suis un peu perdu. Alors, quelle est votre définition de la vulnérabilité ? Moi, je ne sais pas si je vais donner une définition, mais pour moi, en fait, je partirais du postulat qu'on est tous vulnérables. Autrement dit, en fait, quand on arrive sur son lieu de travail, on arrive avec ce qu'on est en tant que personne. Et un exemple, je vais donner un exemple qui illustre pour moi la vulnérabilité. Vous êtes un père de famille, par exemple. Ce n'est pas mon cas, hein, mais je donne mon exemple. Père de famille et vous avez en fait un enfant handicapé qui vous demande beaucoup de temps chez vous. Et ça vous rend vulnérable d'une certaine manière parce que ça vous occupe l'esprit. Il y a une charge mentale qui est là. Quand vous arrivez sur votre lieu de travail, vous ne pouvez pas laisser ça en fait au pied, enfin à la porte. Vous venez avec ça. Donc vous êtes vulnérable. Comment l'entreprise s'empare de cette question-là? Autrement dit, est-ce qu'elle est dans une logique de permettre aux salariés qui le souhaitent de pouvoir évoquer en fait ces vulnérabilités sur un lieu de travail? Enfin, moi, c'est la problématique qui m'importe aujourd'hui si on regarde le monde de l'entreprise. Et l'exemple pour moi, c'est Sadoun, Publicis, où il est touché par le cancer et il se rend compte à quel point c'est important finalement de communiquer auprès de ses collaborateurs sur ce qu'il vit en fait au plus profond de lui-même. Voilà, donc pour moi, la vulnérabilité, en fait, c'est plus sous cet angle-là que je le vois. Mais voilà. C'est pour ça que quand vous dites, en fait, autour de la colère, pour moi, j'avais du mal, en fait, à relier ça avec une vulnérabilité. Alors oui, c'est très intéressant. D'abord, merci Stéphane pour votre commentaire. C'est un commentaire ou c'est une question? Ah oui, pardon. Alors, ma question, du coup, c'est la définition de la vulnérabilité. D'accord. Je pense que ma définition de la vulnérabilité est très proche de la vôtre. Ce qu'il faut savoir pour notre... Alors, j'ai plein d'exemples, 20 000 heures de coaching. J'ai plein d'exemples de perte de confiance en soi, de burn-out, etc., que j'aurais pu vous donner aussi. Ce qui est intéressant pour notre ami Arthur, là, que j'ai appelé Arthur, c'est que pour lui, sa colère, c'est une vraie vulnérabilité.
et que pour lui, c'est un vrai frein. C'est un frein pour la relation aux autres, c'est un frein pour lui, et que pour lui, c'est une vulnérabilité, et qu'on a réussi à la surmonter. Du coup, voilà ma réponse. Ma réponse, c'est la définition de la vulnérabilité, elle est proche de la vôtre. C'est des fragilités, on a tous des hauts et des bas, on a tous des forces et des faiblesses. Et que cette vulnérabilité, et que justement, pour notre ami Arthur, je peux vous dire que c'était une vulnérabilité. Ouais. Peut-être le micro. Ouais. C'est dire que la vulnérabilité n'est pas justement une faiblesse, mais un pouvoir. Ah oui, absolument. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que dans toutes les vulnérabilités, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ça me tombe sur la tête. Un burn-out, ça vous tombe sur la tête. Personne ne dit, j'ai besoin d'un burn-out. C'est de savoir comment est-ce que je peux être capable de les surmonter. Donc voilà, pour moi, derrière les vulnérabilités, il y a la capacité de surmonter. Voilà. Et de les accepter, absolument. Je partage, absolument. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'intervention. Je m'appelle Fabienne. Je suis vraiment ravie d'être là. Quand j'ai vu sur le programme agenda d'HEC Alumni le mot vulnérabilité, j'ai foncé. Je crois que je dois être dans les premières inscrites. Parce que enfin, on en parle. Enfin, on ouvre l'esprit des gens sur ces problématiques. Si je reviens sur le problème évoqué par Stéphane, et si on changeait notre paradigme de vision des autres? Ce papa qui est papa d'un enfant handicapé, certes, il a des vulnérabilités parce qu'il a une charge mentale, mais peut-être que pour l'entreprise, il est parfait, il est super. Donc pourquoi se focaliser sur ses vulnérabilités au lieu de se focaliser sur ce qu'il est? Est-ce qu'un jour, on va commencer à voir les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils font ou pour leurs compétences apprises à l'école? Il y a des tas de personnes qui sont formidables dans l'entreprise et pour autant ont des petits problèmes ou des gros problèmes personnels. Mais qu'est-ce qui compte au fond? Donc pourquoi on va s'empêcher d'accueillir cette personne dans l'entreprise? Ça m'étonne. Et en plus, il y a des tas de choses qu'on peut faire. Il y a la pyramide des âges qui change en France, en Europe. Donc, il y a la parentalité qui est importante, mais il y a aussi les proches aidants. Pourquoi on ne commence pas à parler des congés des proches aidants, l'accompagnement des proches aidants? Donc là, on transforme quelque chose qui est vulnérable comme ça sur le papier absolument, en théorie. Absolument. Et en imaginant les choses, en repensant les choses, eh bien, on peut apporter des solutions qui sont bonnes pour l'entreprise, parce que ce sont des personnes qui sont parfaites pour l'entreprise. Pourquoi s'en priver? C'est un petit commentaire. Parfait, super, merci beaucoup. Merci pour le commentaire. Vous avez d'autres remarques? Peut-être juste, il y a trois questions très intéressantes en ligne sur les conditions, comment créer une culture du feedback en interne, une question sur le fait qu'il y a beaucoup de jeunes dirigeants qui ont encore cette vision qu'ils ont un devoir d'infaillibilité et que ça peut conduire à des situations de grande souffrance, de burn-out, etc. Et une question très intéressante sur le fait que, du coup, dans ces organisations qui continuent à prôner cette culture du Superman, finalement, comment est-ce que, en tant qu'entreprise, elles peuvent agir pour créer ces conditions? Ça rejoint aussi la remarque que faisait Stéphane. C'est quoi les conditions de manière un peu plus systémique, culturelle, d'une organisation pour accueillir la vulnérabilité? La question est excellente. J'ai envie de vous la poser à vous. Et après, je vais donner mon feedback. Qu'est-ce que vous en pensez? Et juste, vous levez la main si vous avez... Oui, vas-y, Daniel. Merci beaucoup. Bonsoir. Par rapport à cette question, j'entends souvent parler aujourd'hui sur le leadership authentique. Et le leadership authentique, une des conditions nécessaires pour avoir cette vulnérabilité, c'est de créer un environnement où on puisse avoir et créer un sentiment de psychological safety. Parce que dans une entreprise, dans une équipe, ça n'existe pas de ce concept où je ne me sens pas vraiment à l'aise et je pense que je ne peux pas être vulnérable, je ne peux pas partager ma vulnérabilité ou que je peux avoir une conséquence négative
Donc, absolument, c'est la première condition pour vraiment prendre cette étape, je pense, pour vraiment être authentique et parler de ses vulnérabilités. Et après, j'aurais une autre question. Ok, on termine ça. D'autres commentaires? Oui, vas-y. Oui, bonsoir. Oui, ça marche. Ça marche. Bonsoir, donc Brigitte. Moi, je pense qu'en entreprise, effectivement, il y a toujours un curseur à trouver parce que à la fois, on veut faire entrer l'humain et je pense que les entreprises, de plus en plus, tiennent compte des gens en tant qu'humains, mais avec à côté quand même je veux dire, un côté productivité, si je puis dire, c'est-à-dire vraiment la volonté de continuer à ce que l'entreprise puisse avancer, avancer vite, etc. Donc l'humain, oui, mais juste pour aller vers du plus et pas forcément pour s'ouvrir à la, j'allais dire, vraiment à la compréhension ou à la connaissance des hommes. Le côté humain et les difficultés enfin, je veux dire, des salariés, oui, effectivement, l'entreprise va les prendre en compte si ça influe sur le travail. Mais partant de là, si elle peut s'en passer ou si les gens peuvent les garder pour eux, je pense que ça arrange quand même encore pas mal les entreprises. Donc il y a une espèce de curseur ou un marché de dupes à trouver entre les deux, entre comment faire en sorte de prendre en compte les gens, mais sans perdre la notion d'entreprise vis-à-vis de ses actionnaires, tout ce qu'on peut imaginer derrière. Ok, merci. On va prendre 2 feedbacks et après on va avancer. Oui, tu peux donner le micro derrière? Un feedback, c'est une question. Ah, c'est pas un feedback, c'est une question? Ah, vous préférez... Ouais, on va boucler là-dessus Ok, et après je prends la question après. Bonsoir. Ah, attends, oui, vas-y. Bonsoir Agnès. En fait, personnellement, moi, la façon dont j'aborde ça, j'essaye d'abord d'instaurer une relation de confiance. Oui, très bien. Voilà, en expliquant tout bêtement que c'est normal. Enfin, je ne crois pas que personne ne fasse d'erreur, que c'est normal de faire des erreurs et que c'est mieux de le savoir dès le départ quand l'erreur est encore corrigeable plutôt que quand c'est trop tard. Voilà. Et une fois que ça c'est dit sur une erreur professionnelle, là, la confiance est établie et ensuite, l'équipe peut parler de ses vulnérabilités. Parfait, super, merci beaucoup. Et juste pour terminer, comment tu établis la confiance? Quel conseil tu donnerais pour établir la confiance? Je commence petit. C'est-à-dire que je prends en fait, par exemple, une erreur, un oubli ou un truc qui ne va pas bien. Je débriefe avec la personne, je fais un feedback et je lui dis, tu vois, si tu en avais parlé avant, si tu m'en avais parlé, si tu en avais parlé à quelqu'un d'autre, voilà, on aurait trouvé ensemble une solution. Donc là, on va corriger, mais dans l'urgence, ça va nous prendre plus de temps, ça va être une charge de travail supplémentaire, alors que si on l'avait fait au fil de l'eau, on aurait eu moins de travail et tout le monde aurait été beaucoup plus serein. Superbe. Voilà. Super. Merci beaucoup, Agnès. Et donc, je lui dis, la prochaine fois, on en parle. Dernière remarque sur Myriam sur ce point-là et après, on va avancer. Bon, je m'appelle Myriam et j'ai eu une carrière 40 ans internationale qui a terminé comme cadre dirigeant dans un grand groupe français où les gens qu'on parle aujourd'hui, on veut changer la culture, la mentalité, l'esprit. J'étais à la tête des projets de transformation, de leadership et tout. Et je partage mon expérience parce que j'ai appris, c'est qu'autour de la table, c'est des êtres humains qui essaient de changer les choses. Ces 4 dirigeants, comme moi, ils ont des vies, des vulnérabilités, des challenges. Et pour moi, vulnérabilité, c'est blessure. C'est l'origine du mot, c'est en fait blessure. Et une blessure peut vous rendre plus fort, mais ça vous marque. Et quand ils arrivent autour de la table, ils veulent changer, transformer l'entreprise. Oui, ils pensent performance, mais je vous assure, ce que j'ai vécu personnellement, c'est ce gens-là veulent une meilleure vie pour eux et pour les gens qui travaillent avec eux. Et pour changer l'entreprise, je pense que la première partie qu'il faut mettre, c'est comme une recette. Ce n'est pas un seul bâton magique, une seule solution. Mais si j'avais une chose à dire, que ça commence par la tête de l'entreprise. Si le dirigeant en haut n'est pas convaincu que ce qu'il est capable de faire et la manière dans laquelle il peut avoir un impact en changeant son propre comportement sur l'organisation, vous allez aller en bataille en permanence. Alors, merci Myriam. En fait, c'était ce que j'allais dire. C'est-à-dire que je pense que pour la culture du feedback, etc., je pense que vous n'avez aucune idée, ou peut-être que vous avez une idée, si vous êtes dirigeant, à quel point vous êtes observé. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, il se gratte le nez, ça veut dire que si, tiens, il se gratte l'oreille, ça veut dire que ça. Enfin, tout est source à interprétation. Ça veut dire qu'on a
vulnérabilité et responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la responsabilité des dirigeants, de la tête dirigeante, pour être capable de s'exprimer. Je vais vous donner un exemple très concret. J'interviens dans une entreprise pendant toute une semaine avec des hauts potentiels et le dirigeant venait faire la clôture. Et je m'attendais à une clôture du dirigeant, on est beau, on est super, etc. C'était exactement l'inverse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit toutes les erreurs qu'on a commises, sans citer de nom, en se disant ça on n'a pas bien fait, ça on n'a pas bien fait. Mais surtout, il a dit, il a partagé les vulnérabilités, les siennes, etc. Sincèrement, l'équipe, ils étaient là, mais alors ils sont... Et je pense qu'on peut embarquer beaucoup plus en partageant les vulnérabilités qu'en disant on est plus bon, on est les plus forts. Et je pense que Agnès parlait de confiance. Moi, je pense qu'il y a deux clés pour la confiance. C'est je dis ce que je fais et je fais ce que je dis, dans la mesure du possible. Et si ce n'est pas possible, je préviens. Et puis la deuxième chose, c'est de partager ses vulnérabilités. Et quand je partage mes vulnérabilités, c'est que je suis en confiance, comme dans l'histoire du restaurant. Et quand on partage ses vulnérabilités, c'est aussi une façon d'embarquer ses équipes de manière authentique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, tu avais une question, Daniel? Peut-être la dame d'abord qui n'a pas intervenu tout à l'heure. Bonjour, je suis Dominique, je suis coach certifié. Dans les 20 ans de notes que vous avez prises, et franchement, je vous admire, statistiquement, les coachings sont liés en général à faire évoluer les clients, les coachés, pour leur bien, si possible, pas pour le bien de seulement l'entreprise. La vulnérabilité, telle que je la conçois et telle qu'elle est partagée ici, c'est aussi une façon de dire stop. Oui, absolument. Et donc, je ne veux pas me suradapter. Oui, absolument. Et donc, le coaching en faveur de l'adaptation, c'est-à-dire de s'adapter à des nouvelles choses. Je supprime mes croyances limitantes, je m'adapte finalement à un nouveau paradigme. Versus, il y a des choses sur lesquelles je ne veux plus m'adapter. Je prends conscience qu'il y a des domaines sanctuarisés sur lesquels je ne m'adapte plus. Et c'est peut-être au monde d'accepter ses limites. Et je voudrais savoir statistiquement, dans vos 20 ans de notes, qu'est-ce que vous en avez retiré de cette... Ouais, ce n'est pas deux catégories, hein, parce que ce n'est pas comme ça que je vois les choses, mais entre des gens qui se décident de ne plus s'adapter, de dire stop, et souvent ils sont guéris quand ils sont comme ça, ou l'inverse, ils s'adaptent. La question magnifique. Merci beaucoup, Dominique, de poser la question. Je vais vous donner un exemple. Une femme qui m'a montré son CV, une femme d'une 60aine d'années, qui m'a montré son CV. CV incroyable. McKinsey à New York, grande entreprise. Oh, je dis, waouh, le parcours. Et elle me dit, tu sais, j'ai passé ma vie à m'adapter aux autres. Et en passant ma vie à m'adapter aux autres, je me suis perdu. Oh, qu'est-ce que ça m'a rendu triste. Je me suis dit, oh là là, et dire que j'allais presque tuer papa-maman pour... Ah ben non, je ne veux plus tuer papa-maman pour... ça ne vaut pas le coup. Du coup, pour reprendre la question, je crois que pour faire référence à un coaching que j'ai fait la semaine dernière, c'est important de travailler sur sa colonne vertébrale. Et j'ai dit à cette personne-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que vous soyez quelqu'un d'autre. Si vous êtes quelqu'un d'autre, vous ne serez pas bon ni pour vous, ni pour l'entreprise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez votre best self, comme on dit en anglais. Et plus vous êtes votre best self, plus vous travaillez si vous êtes en phase avec vos valeurs. Et du coup, c'était notre première séance, et je lui ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans tous les obstacles qu'on va essayer de surmonter ensemble, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, bon, est-ce que c'est OK avec qui je suis ou est-ce que c'est complètement décalé? Et si c'est complètement décalé, mon rôle, c'est de vous dire, Achtung Minen. Sinon, je ne fais pas mon job. Du coup, pour répondre à la question, statistiquement, je n'ai pas de réponse, mais je suis complètement d'accord sur le fait que le monde de l'entreprise est quand même difficile. Et c'est important de dire oui, 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 et c'est aussi important de dire non. C'est aussi ce que dit... je vous ai montré... J'ai emmené ce livre, qui n'est pas le mien. Tous les livres de Christophe André, le psychiatre, sont
fabuleux, je trouve fabuleux. Et le dernier qu'il a écrit, ou l'avant-dernier, s'appelle comme ça, S'estimer et oublier. Et il parle de la gentillesse. Et il dit, beaucoup de gens qui viennent me voir me disent, je suis trop gentil. Et il dit, comment peut-on être trop gentil? La question, ce n'est pas ça. La question, c'est d'être gentil, oui, mais d'être capable de dire non. Et d'être capable de dire non pour se respecter, etc. Donc voilà, voilà mes éléments de réponse. C'est good? Daniel, tu avais une question? Et après, on va avancer. Oui. Merci. Ma question par rapport à la vulnérabilité, une des questions souvent citées, c'est la peur d'être vu en tant qu'une faiblesse par ses équipes. Absolument. Pour nos managers. Quand je discute avec le manager, c'est la première chose. J'aimerais vraiment avoir votre vision sur ce sujet et comment on peut vraiment citer, au-delà de ce qu'on avait mentionné de la confiance, sur comment utiliser exactement le partage de ces vulnérabilités en tant qu'une force dans son leadership authentique. Alors, magnifique question. Merci, Daniel. Qui veut répondre à ça? Je prends un ou deux feedbacks et après on avance. Oui, Stéphane, vas-y. Tout à l'heure, on disait que ça doit venir du haut. Donc, je pense qu'effectivement, c'est avant tout en fait au DG en fait ou au PDG en fait de montrer l'exemple. Donc, c'est peut-être de commencer pour un patron, de commencer par reconnaître que justement, il n'est pas un super-héros et qu'il a besoin de ses équipes pour avancer. Et moi, je crois beaucoup aussi à la notion de subsidiarité. Donc, c'est aussi en fait de faire en sorte que chaque personne puisse, et c'est ce que dit aussi Jean-Dominique Sénard, puisse en fait être responsabilisé de manière à ce que chacun trouve en fait une utilité dans son travail. Mais donc, par rapport à ta question, c'est ça, c'est-à-dire un patron qui va dire, bah non, là les gars, sur cette question-là aujourd'hui, je ne suis pas capable d'y répondre, j'ai besoin de vous en fait pour avancer. Voilà, pour moi, ça, c'est une forme de vulnérabilité qu'on montre où on n'a pas toujours la réponse à tout. Et je pense qu'un dirigeant, il n'est pas là pour avoir la réponse à tout. Il est là pour donner la vision, montrer aux équipes vers où on doit aller. Mais après, comment on va y aller, ce n'est pas forcément à lui de le faire. Ok, un autre feedback, oui, vas-y. Tu peux donner le micro derrière. Merci. Bonjour Marc. Le feedback pour ta question, moi j'ai deux expériences. Une avec un patron qui était tout à fait mal à l'aise avec tout ce qui pouvait ressembler à de la vulnérabilité et qui était d'une génération qui pensait que les hommes ne devaient jamais ni se plaindre ni pleurer. Et de l'autre, un mentor qui, au contraire, accueillait la vulnérabilité en mettant dessus une couche de raisonnable. Et donc, en utilisant certains mots qui permettaient de prendre un peu de distance avec l'émotion et de revenir en fait dans quelque chose de plus cognitif. Parfait, super, merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. Moi, j'ai envie de vous dire, ne soyons pas bisounours. Il y a des entreprises pour lesquelles ça n'est pas encore possible. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir tiré votre petit étendard blanc là, tout seul en disant vous allez voir ce que vous allez voir. Ça risque de mal tourner. En revanche, je sens de plus en plus d'ouverture, c'est ce que tu disais tout à l'heure, beaucoup d'ouverture et de sensibilité à ces sujets-là. Et j'ai envie de dire, il est temps, parce que l'humain est l'humain. On n'est pas des super-hommes. Voilà, on a le droit d'exprimer des vulnérabilités, des fragilités, etc. Du coup, j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux l'exprimer partout? Non. Est-ce que ça change? Oui. Et est-ce que ça change dans le bon sens? Il me semble que plutôt oui. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Ça répond à la question? Oui. Oui. Attends, Stéphane, je préfère laisser la parole à les personnes qui ne sont pas exprimées. Oui, bonjour. C'est pour répondre en fait à un peu à tout ça. Et ton prénom est Nathalie? Nathalie, oui, enchantée. Moi, je trouve super intéressant ce qu'on vient de partager. Et c'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui ne sont pas prêtes à rentrer dans un mode de management, de leadership. Il y a certains mots comme bienveillance qui ne sont pas très bien accueillis, comme vulnérabilité. En revanche, pour avoir travaillé 10 ans dans un grand groupe que je ne citerai pas, c'était pas du tout le mode de management que j'espérais à l'époque, mais j'ai réussi à le mettre en place avec mes équipes. Donc en fait, de façon isolée,
on peut malgré tout, quand on est un manager, réussir à avoir une équipe, que ce soit de 5, de 10, de 15 personnes, magnifique. où il y ait justement cette safe place, cette écoute, cette présence qui fasse qu'il y a un bien vivre et un bien travailler, une co-création, une co-vision ensemble. Et on a réussi à le faire au sein d'un mastodonte qui n'était pas forcément aligné sur les mêmes visions à l'époque. Voilà. Donc, ça vaut le coup de le tenter à sa petite échelle. Ouais. Le Alors colibri, l'histoire du colibri. Merci Nathalie. Et je veux vraiment partager avec vous combien de fois on m'a dit « Ah, bah, c'était super la formation, c'est dommage que mon boss ne soit pas là. » Et vous ne pouvez pas savoir combien de fois j'ai eu ça. Et moi, je réponds « Certes, ton boss n'est pas là, mais toi, tu es là. » Du coup, voilà, tu peux faire à petite échelle, mais pas avec l'étendard. L'étendard, ce n'est pas bon. Yes? Ouais. Et après, il va falloir qu'on avance. Je prends après la question de Stéphane et après, il faut qu'on avance. Ouais. Ça va être une remarque. Vas-y. Olga. Par rapport aux organisations, moi, ce que j'ai envie de dire, que toutes les organisations elles sont faites de human, où il y a human, où on a tout. On cherche du pouvoir, les gens cherchent du pouvoir, les gens essayent de se battre pour les ressources, et du coup, tout vient avec. En fait, cette réflexion me vient d'un livre qui s'appelle Political Savvy. Et j'ai adoré ce livre qui me dit, de première page, ils disent toutes les organisations sont faites de humains et tout ce qui vient avec. Et je pense que tout change. Moi, j'observe les trends qui sont, je trouve, positifs, personnellement, mais ça prend du temps. Et ça va prendre du temps. Il faut être patient. Et il faut faire tout ce qu'on peut au maximum, au mieux, à notre niveau. Parfait, super. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ça. Alors, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne aux questions, ça vous va? Alors, où sont les questions là? Je vous propose un petit exercice. Il me semble que si, non? Ouais. Alors oui, je vais faire la conclusion et après on a un petit exercice. On a 5 minutes. Mathilde a toujours raison. C'est un principe de base, Mathilde a raison. Moi j'ai envie de vous dire, gardons en tête, ne rajoutons pas de la souffrance à la souffrance. J'aime beaucoup le principe bouddhiste de la double flèche. Alors qu'est-ce que c'est la double flèche? C'est la vie nous donne des flèches. Nous rajoutons pas une deuxième flèche. La deuxième flèche, ça va être qu'est-ce que t'es cruche? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi tu n'as pas dit ci? Une suffit. Une suffit. Et ce qui est très intéressant, c'est que la deuxième peut faire encore plus mal que la première. Donc je trouve ce principe-là tout à fait intéressant. Le comment, peut-être plus important que le quoi, pardon. Et puis, feedback, confiance et vulnérabilité. Voilà les quelques clés à garder en tête. Moi, je pense que derrière tout ça, derrière awareness, il y a la confiance en soi, l'estime de soi, tout ce qui est... Enfin, awareness, c'est très, 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 très large. Et je pense que c'est un modèle de leadership. Alors, j'aime pas trop le terme modèle, parce que modèle, c'est ce que vous devez suivre. Moi, dans mon bouquin, je ne dis jamais ce que vous devez suivre. Je dis, voilà quelques pistes. Après, si vous voulez prendre, vous prenez. Si vous ne voulez pas les prendre, vous ne les prenez pas. C'est aussi simple que ça. J'ai envie de vous dire que c'est maintenant que ça se passe. Mais c'est maintenant. Hein. Ça veut dire que c'est ce soir. S'il y a des choses... Moi, je pense que la vie nous amène tous les jours ce sur quoi on doit travailler. Alors, soit on ne le regarde pas, parce qu'on ne peut pas, soit on veut le regarder, ben on le regarde. Alors, par moment, ce n'est pas facile, mais je pense que ça peut valoir le coup de le regarder. Et surtout, de ne pas s'isoler. Moi, je suis ravi de vous voir ce soir, je suis ravi de cette connexion entre vous.
Et si vous pouvez garder contact entre vous, ça sera une bonne chose, parce que ne pas s'isoler, ne jamais s'isoler. Moi, je pense que derrière chaque vulnérabilité, il y a vraiment une force. De même que derrière chaque tragédie, il y a une opportunité. Ça dépend de notre façon de voir. Et en fait, le challenge, il est là. C'est quelle est notre façon de voir. Et si on bouge ce petit monde ici, peut-être qu'on peut faire, à la conférence, je peux partager ça avec vous, à New York, une participante a dit, mais tu sais, si on est plusieurs à porter ce message-là, ça peut être pas mal. Je dis, ben voilà, on peut être plusieurs à porter un message comme ça, en disant la vulnérabilité, c'est pas honteux, c'est simplement d'être humain. Être humain, tu es humain, je suis humain, on a chacun nos vulnérabilités. Et moi, je pense que c'est vraiment un message d'espoir. Voilà. Alors, une petite slide aussi sur ce que vous verrez en conclusion de mon livre. Au fur et à mesure que j'avance, j'ai réalisé que les compétences de coaching sont très proches de ce qu'on attend d'un leader aujourd'hui. La présence, l'écoute, avoir une éthique, etc., etc. Et que si on rajoutait à ça la mindfulness qui peut nous apporter un regard supplémentaire. Alors, le mindfulness ne répond à aucune solution et vous rend pas ni plus beau ni plus intelligent. Mais ça vous rend plus lucide. Et ça vous aide à prendre le recul sur les choses. Et je pense que c'est une force. Et je pense que c'est aussi un nouveau modèle, enfin, un nouveau modèle de leadership, d'associer le coaching, le leadership et le mindfulness. Et à travers le programme Anaïlis, c'est ce qu'on essaye de faire. En conclusion, qu'est-ce que c'est le leadership? C'est ça le leadership, parce que je dois être fort. Ah ben non, finalement, ce n'est pas ça le leadership. Parce que certes, c'est fort, mais on peut casser un mur. Et je dis, non, finalement, ce n'est pas ça le leadership. Le leadership, c'est plutôt ça. C'est plutôt rond. C'est plutôt, voilà, ça me plaît mieux. Et puis, en fait, je me dis, non, en fait, ce n'est pas ça le leadership. Le leadership, c'est ça. En fait, qu'est-ce que c'est le leadership pour moi? C'est, est-ce que j'ai une vision? Est-ce que je crée les conditions de succès pour moi, pour mes équipes? Succès au sens large. Succès, ça peut vouloir dire aussi de partager ses vulnérabilités, comme tu l'as dit. Voilà, le leadership, pour moi, c'est ça. Alors, et maintenant, que vais-je faire? Alors, ce que je vous propose, je vais vous proposer un petit exercice. Alors, voir où est-ce qu'on en est là. Et ça, c'est le clou du spectacle. Le clou du spectacle, c'est ça. Et moi, dans tout cela, oh non, pas moi, on ne va pas parler de moi. Si, on va parler de vous. En fait, l'idée, on a deux façons de gérer la chose. Soit on traite ça de façon thérapie collective. Alors, avec Mathilde, on a prévu des coussins et des mouchoirs. Alors, ça peut être super sympa comme fin de soirée. Soit on vous propose une autre option, qui est la suivante. On vous propose de répondre à ces questions, mais pas autour des vôtres, parce qu'on est trop près. Donc, ce qu'on vous propose, avec Eric et Mathilde, on va vous partager les vulnérabilités qui ont été partagées là, et on va vous montrer les forces et les talents. Donc, ce qu'on vous propose, vous en prenez une. Online, vous pouvez faire ça aussi. Et dans la salle, vous faites ça. Dans les vulnérabilités, vous en prenez. Donc là, c'est plutôt les vulnérabilités. Vous en prenez une. Si possible, plutôt pas la vôtre. Réfléchissez pas trop. Et puis, vous pouvez faire ça aussi online. Vous prenez une vulnérabilité. Et puis ensuite,
vous prenez une force. Vous prenez cette vulnérabilité, vous l'avez en tête. Et ensuite, si Eric, vous pouvez nous montrer l'autre slide, les qualités. Et vous prenez une qualité qui vous vient à l'esprit, là, tac. Et l'idée, c'est d'associer une vulnérabilité avec une qualité, de voir un petit peu ce que vous pouvez en faire. Et ce qu'on vous invite avec Mathilde, c'est que vous... Cool, hein? Cool. C'est qu'on va se laisser 5 minutes, pas plus, 5 minutes pour échanger ça en binôme, donc avec votre voisin-voisine. Donc la question, c'est, face à cette vulnérabilité, comment je m'y prendrais moi et comment je pourrais la prendre non pas comme une vulnérabilité, mais comme une force, et comment le talent que j'ai en tête pourrait m'aider à surmonter ça. Et ce que je vous propose comme clôture, donc on va se laisser 5 minutes d'échange comme ça. Si tu peux, Mathilde, faire des groupes, mais plus grands en online, donc des grands groupes, comme ça. Donc vous pouvez partager ça en online aussi. Et après, on va prendre 2-3 exemples, et après, on va aller prendre un cocktail. Ça vous va? C'est good? Du coup, voilà, une vulnérabilité. En quoi ça peut être une force? Comment c'est le talent que vous avez? Ouais, tu peux te mettre avec Béatrix si tu veux derrière. Il faut voir quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui a cette vulnérabilité, c'est ça? Voir si ça peut aider ou pas. Peut-être vous pouvez travailler toutes les trois. Ça va? Prendre une photo Yes. complètement fake, c'est-à-dire que C'est-à-dire c'est pas une vraie photo que j'aurais prise pendant la conférence. Et, Encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Ouais. Comme ça. Merci. Vous ne m'attendez pas à ce qu'elle soit aussi grande, votre fille? Elle est grande, hein? Avec son petit goûter. Ah oui. Vraiment adorable. Bah, à 17 ans, il y a toujours besoin d'un petit goûter. Hein. Ouais, ouais. C'est Wednesday. Il fallait venir avec du coup, elle est venue. Ouais, ouais, ouais.
Ça va? Encore une minute. Encore une minute. Pardon? Tu as besoin de revenir sur tes slides là. Oui. Tu veux, tu veux passer le micro pour. Ça va? C'est le micro qui marche là? Ah oui, là il marche. Ok. One, two, one, two. Ça marche? S'il vous plaît, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là juste avant. Mathilde va vous passer le micro parce que moi, je suis venu ce matin ou tout à l'heure avec une vulnérabilité. Et peut-être que dans ce groupe-là, il y a des débuts de réponse grâce aux échanges que vous avez eus. Du coup, ceux qui veulent partager sur l'échange que vous avez eu, partagent. Ceux qui ne veulent pas partager, ne partagent pas. Yes. Bonsoir à tous. Ça marche, ça marche. Ça marche. Ok, donc nous avons choisi le manque de confiance. Ouais. Et on a trouvé que c'était un moteur. Absolument. C'est un moteur pour se dépasser. C'est aussi un moyen, enfin, la contrepartie du manque de confiance fait qu'on est souvent un peu en retrait, mais du coup, on peut développer une écoute une écoute active, parce qu'on ne prend pas forcément le lead tout de suite, mais on observe beaucoup. Qu'est-ce qu'on avait dit sur Ah oui, ça donnait aussi, ça nous poussait aussi à toujours un peu nous dépasser, à apprendre. Ouais. Donc c'était finalement un moteur. Magnifique. Et pour essayer de dépasser ça, on a pompé votre idée du livre où on marque nos succès. Oui, absolument. Parfait, super. Le petit carnet, nous semble, ou Ouais. tableau Excel. Le petit carnet de la confiance en soi. Voilà. L'idée ne vient pas de moi, hein. Mais c'est une très bonne idée. Ouais. Allez chercher du feedback dans ces équipes. Oui, super. À partir du moment où on pense qu'on fait les choses correctement quand même. Ouais, super. Oh, bravo, super. Vous voyez, comme quoi une vulnérabilité peut être une force. Très bien, bravo. Très bien, ouais. Quelqu'un d'autre veut participer? Partager, pardon? Oui, non? Oui? Bon, on a aussi pris le manque de confiance en soi. D'accord, ouais, très bien. Très bien, très bien. Et alors? On a pris l'enthousiasme en fait comme qualité. On s'est dit qu'est-ce que pouvait apporter la qualité, enfin comment la qualité pouvait nous permettre finalement de travailler le manque de confiance. Et on rejoint un petit peu l'enthousiasme, donc le fait d'être avenant, ouvert, d'être moteur, donc de diriger vers l'action et donc d'accepter d'échouer, mais en tout cas d'essayer en fait, donc de se dépasser. On rejoignait le mot dépasser aussi. Et puis en fait, ça nous a fait réfléchir sur le fait que en fait, il n'y a pas une solution pour vaincre une problématique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on aurait pu prendre n'importe quelle autre qualité. À partir de cette qualité, on peut en faire finalement un moteur pour aller vers le travail de notre fragilité. Oui, quoi, en fait. absolument. Et puis, pour revenir sur le manque de confiance, je pense aussi que les équipes, elles acceptent d'avoir des managers
qui expriment leurs faiblesses. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé à manager, il y a 30 ans, j'étais exigeante avec moi-même, exigeante avec les autres. Et on m'a dit, mais Dorothée, mais on ne te demande pas d'être parfaite. En fait. Ouais, ouais. Je me suis pris ça vraiment en pleine poire, quoi, en fait. Ouais. Tu nous fais du mal à vouloir être parfaite. En fait. Ouais. Et je pense que maintenant, du coup, j'exprime beaucoup plus mes difficultés. Bravo, et en super. fait, les équipes, elles vous entraînent aussi à les surmonter en vous aidant et inversement. Enfin, c'est plus du management en fait participatif. Ouais, et, parfait, super, bravo. Un beau chemin. Et en fait, je l'ai encore vu aujourd'hui, donc je le dis parce que c'est d'exprimer ses fragilités, bah, ça permet à l'autre aussi comment dire, ça valorise aussi l'autre dans ce qu'il vous apporte. Et c'est une co-construction finalement. Absolument, absolument. Super, merci beaucoup. Merci Dorothée. Dernier exemple, partage que vous souhaitez? Ouais, oui, Nathalie. Et après, Daniel. Tu voulais aussi? Tu veux? Ah bon. Alors nous, tous les trois, c'était en fait le besoin de reconnaissance. Et on a partagé un petit peu justement des choses autour de ça. Et c'est vrai que comment la surmonter, finalement, il y a d'un côté ce qui a été dit et redit, le partager. Pourquoi pas à un moment justement exprimer son besoin de reconnaissance en expliquant c'est un moteur pour nous et c'est ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait nous dépasser aussi. Et l'autre façon, ça peut être aussi de se le donner à soi-même et de se regarder dans le miroir, de travailler un petit peu son estime de soi et puis justement de s'apporter cette reconnaissance à soi-même et à un moment se dire oui, je suis fière de moi et donc pas de l'attendre forcément de l'extérieur. Super, super. Merci Nathalie, merci à vous trois. Parfait, super. Allez Daniel et après on passe à l'étape d'après. Je vais juste un commentaire par rapport au manque de confiance en soi. Je me souviens de quelque chose que vous nous avez dit lors d'une de nos leçons, que n'importe, et si je peux me permettre, je vais essayer de paraphrase vos mots, que n'importe quel est le domaine d'activité, donc même si on a un manque de confiance en nous, il y a au moins un domaine de compétences où nous sommes très très forts. Et donc, c'est toujours de regarder ces domaines de compétences pour essayer de chercher vraiment cette confiance en nous. Et je me souviens exactement de ça. Parfait, super, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, merci pour votre travail, merci pour cet échange. Deux mots de conclusion. Juste avant le cocktail, j'ai envie de vous donner les recommandations suivantes. Ça a été un très gros travail d'organiser pour toute l'équipe d'organiser cette soirée. Donc, moi, je vous invite effectivement à prendre la photo de ça pour envoyer un petit mot à Mathilde. C'est pas un poème. Hein. Mathilde, merci pour tout, bisous, bisous, et puis ça suffit. Hein. Voilà. Même s'il n'y a pas de bisous, bisous, tu acceptes quand même. Hein. Ouais, ok. Alec, le livre est un cadeau de la maison d'édition. Je me permets de dire, parce que c'est rare qu'une maison d'édition offre des cadeaux, des livres comme ça, donc c'est vraiment un cadeau qu'il nous fait. Du coup, ce n'est pas moi que vous devez remercier, c'est Alec. Donc, c'était une idée d'Alec. Donc, Alec, thank you for the book. Bisous, bisous. Voilà. Si vous voulez poster sur les réseaux sociaux, c'est good. Et si vous n'aimez pas le bouquin, vous laissez tomber. Par contre, si vous aimez le bouquin, vous pouvez mettre des évaluations sur Amazon parce que c'est important. Et c'est Alec qui m'a demandé de vous donner cette instruction. Voilà, exactement. J'ai envie de vous dire que j'ai envie de terminer par ça. Tu as cette. On termine par ça? Du coup, ça marche là? Ouais. La question, c'est votre ressenti. Ah, c'est pas encore ça? C'est pas le bon QR code? Ah, c'est la QR code de qualité là. Ah, ok, ok. C'est
C'est good? C'est good? Donc, c'est un mot. On peut le remettre ou pas? En fait, là, c'est un mot, pas forcément, ça peut être sur la conférence, parce que c'est sur votre vie, sur ce que vous avez envie de dire. En fait. C'est large. Feel good. Vulnérable, c'est bien. Bisous, bisous. Ah, on peut mettre bisous, bisous hein, si on veut. Écoutez, moi, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je pense qu'il y a espoir. Je pense que le monde de l'entreprise s'ouvre de plus en plus vers l'humain. Du coup, c'est des occasions à pas louper. Et j'ai envie de vous dire que derrière chaque vulnérabilité, il y a une force. Et que le chemin de vie, peut-être que nos plus grandes blessures nous mènent peut-être à nos chemins de vie. Merci beaucoup. Merci pour votre soirée. Merci. Merci beaucoup pour votre présence et je vous propose de continuer ces échanges